Bon après-midi, vous allez bien? J'imagine en vous disant que j'étais policier, vous attendez peut-être avoir un homme en uniforme. Donc, l'uniforme ne fait pas l'homme. Donc, écoutez, je suis né il y a quelques années sur une petite île qui s'appelle l'île de la Gonâve en Haïti. En 1990, au départ de Jean-Claude Duvalier, l'instabilité qu'il y avait dans le pays. Donc, mon père m'a fait émigrer au Québec, donc pour poursuivre mes études. J'ai étudié à Saint-Hyacinthe et je suis venu à Montréal pour terminer mes études. J'ai fait un baccalauréat spécialisé en sociologie. Malheureusement, je n'ai pas réussi à travailler dans mon domaine, mais de fil en aiguille, mon rêve était toujours de pouvoir aider les autres. Donc, j'ai travaillé pour le Service correctionnel du Canada. Et au Service correctionnel du Canada, je me suis rendu compte que j'étais à la fin du processus. Donc, les gens avec qui je travaillais dans les pénitenciers fédéraux, c'est des gens qui avaient été sentencés et qui se retrouvaient là. Et moi, toute ma vie, je m'étais toujours dit que j'aimerais ça travailler soit avec les jeunes, mais surtout d'aider les autres. Parce que la petite ville où je suis né en Haïti, j'ai été élevé en communauté. Donc, chaque adulte avait la responsabilité et se sentait obligé de me transmettre son savoir, les bonnes mœurs, les bonnes façons de faire, mais surtout pouvait me réprimander. Il n'y a pas juste mes parents qui pouvaient me réprimander. Donc, je suis parti de là avec cette bagage-là, qui aujourd'hui, il y a quelques années, on avait ça au Québec, mais aujourd'hui, c'est perdu. Aujourd'hui, je travaille comme policier et très souvent, je vais me promener dans la rue. Il va y avoir une voiture avec un système d'alarme qui va partir. Et une fois que le système d'alarme part, vous savez qu'est-ce que les gens font? Ils vont fuir. Vous allez dans un parc, vous allez trouver des jeunes en train de frapper un autre jeune et les parents vont se tourner la tête. On se déresponsabilise. On n'ose même plus dire aux jeunes « Hey, fais pas ça ». Le comportement, l'attitude que tu as, ce n'est pas acceptable dans notre société. Donc, moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est notre capacité à faire la différence. Il n'y a personne dans le monde qui n'est pas capable de faire la différence à moyen, à court ou à long terme. On a tous le pouvoir de faire la différence. Et pour y parvenir, je dis adhérer à une cause qui nous passionne, dont nous avons les acquis pour apporter une contribution bénéfique. Quand j'ai commencé à travailler dans le quartier Saint-Michel, il y avait une problématique au métro Saint-Michel. Les jeunes, après l'école, se retrouvaient au métro et les jeunes avaient une discussion, puis les jeunes parlaient fort, mais il y avait des gens âgés aussi qui se trouvaient dans le métro et ces gens-là, ils vivaient de l'insécurité. Parce que quand ils arrivaient, il y avait 40, 50, 60 jeunes et les personnes âgées étaient comme méfiants un peu. Et on a décidé de faire une opération policière. De la prévention, parlant avec les jeunes, vous n'avez pas le droit. Il y a un règlement de la STM qui interdit de flâner dans le métro. Donc, toutes les excuses, comme si, il fallait se débarrasser de la jeunesse. Alors, de fil en aiguille, on nous a imposé une opération policière où, ce qu'une bonne journée, après avoir observé les jeunes, on a fermé les portes et on a émis des constats d'infraction de 118 $ à chaque jeune qui se trouvait dans le métro. Vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des jeunes qui pleuraient. Et je me souviens, il y a un jeune qui est venu me voir, il m'a dit, écoute, il dit, mon père va me tuer. Je dis, voyons donc. Il me dit, oui, écoute, tu ne peux pas arriver chez moi avec un constat de 118 $. Puis là, je disais, mais pourquoi que tu es là? On vous a averti. Il me dit, écoute, on ne fait rien de mal. Qu'est-ce qu'on fait de mal? On n'a pas d'alternative, on n'a pas d'endroit pour se retrouver après l'école. Il dit, tout ce qu'on fait, je ne peux pas les inviter chez moi, c'est trop petit, et il n'y a pas d'autre endroit. Et là, j'ai pris la décision, je me suis dit, écoute, je vais essayer de vous trouver un endroit où, après l'école, vous pouvez venir profiter, blaguer. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de parler à tous les intervenants du milieu pour trouver un endroit. Et à l'école Louis-Joseph Papineau, il y avait un local abandonné. Il y avait même des rats. Donc, c'est le local qu'on m'a donné, où j'ai fait le ménage, j'ai mis des produits et j'ai parti le club de boxe L'Espoir. Mais quand j'ai parti le club de boxe L'Espoir, le SPVM ne voulait pas nécessairement que j'apprenne aux jeunes à se battre. C'était ça la vision. Vous allez apprendre aux jeunes défavorisés des gangs de rue à se battre, puis ils vont se retourner contre nous. Nelson Mandela disait « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Évidemment, j'avais beau avoir cette idée-là, c'était impossible pour moi d'y arriver tout seul. Ce que j'ai fait, j'ai écrit une demande de subvention auprès de la Ville de Montréal pour leur dire que je voulais avoir un club de boxe pour aider les jeunes. Et on m'a dit non. À peu près la même chose que le SPVM. C'est pas vrai que vous allez apprendre aux gangs de rue à se battre. Bon, je me suis dit, écoute, il y a toujours moyen de moyenner dans la vie.
sais, pour être convaincant, il faut être convaincu. Et j'étais convaincu de ce que j'allais faire, c'était bien. Alors, je suis retourné à l'université et parler avec des amis. Et là, j'étais à la bibliothèque. Et là, l'idée m'est venue de reformuler ma demande. À la Ville de Montréal, j'avais un projet qui s'appelait « Mieux grandir par le sport ». Merveilleux. J'ai hérité de 4 000 $. C'est beaucoup. Avec 4 000 $, j'ai acheté des cordes, des pads, puis mon local était prêt, j'ai commencé à donner des cours. Mais des cours, avant de donner les cours, j'étais suivi une formation par la Fédération de boxe olympique du Québec. Et là, moi, je donnais des cours aux jeunes. Mais quand est-ce que je donnais les cours? J'avais un emploi à temps plein. Je les donnais quand c'était faisable. Sur mon temps, j'avais un horaire. Les journées que je travaillais 2 jours, je pouvais donner des cours. Quand je travaillais de soir, non. De nuit, non. Dans mes congés, oui. Et là, j'avais des enfants, je venais de me séparer. Alors, j'amenais mes enfants sur le lieu et ça m'a permis de créer un lien. Parce qu'au début, les jeunes étaient un peu méfiants parce qu'ils disaient « ça se peut pas. Ça se peut pas un policier qui veut nous aider. » Mais non. Écoute, il doit être undercover, il veut savoir ce qu'on fait. C'était un peu mal vu. Mais avec la présence de mes enfants, ils ont fini par comprendre ce que je voulais faire, c'était bien. Donc, je me suis dit, mon défi personnel à moi, ça va être de combattre l'exclusion sociale chez les jeunes des quartiers défavorisés. Et pourquoi chez les jeunes défavorisés? Parce que le dessein a voulu que je travaille dans le quartier Saint-Michel. Et le quartier Saint-Michel, à l'époque, vous ne pouvez pas vous imaginer, quand j'ai commencé là en 2003, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de négatif au centre-ville, les médias arrivaient. Ouais, les gangs de rue de Saint-Michel ont tiré au centre-ville. OK? Parce que finalement, la fusillade, c'est un gars de Rivière-des-Prairies ou c'est un gars de Laval. Mais les jeunes du quartier étaient vraiment stigmatisés. On avait vraiment ça. On dit toujours le Saint-Michel, c'est le berceau des Bleus. Donc, je me suis dit non, je vais essayer de faire autre chose. On va essayer de leur montrer qu'à Saint-Michel, il y a autre chose. À l'école Joseph Papineau, Bruni Surin était à l'école Joseph Papineau. Il est devenu un athlète. Il a gagné une médaille olympique. Yvan Delorme a été à l'école Joseph Papineau. Il est devenu le directeur du service de police de la Ville de Montréal. Il y a bien d'autres. Et j'ai pris ces modèles-là et c'est ça que je disais aux jeunes. C'est pas vrai. Ton avenir, il n'y a personne. Il n'y a personne au monde qui peut dire que tu ne peux pas devenir quelqu'un. On a tous un potentiel. Il faut croire en toi et d'aller chercher les acquis. Donc, c'est pas vrai, comme disait tout seul, non. Des fois, c'est difficile. Mais avec une équipe, aller chercher des gens, on est capable d'y arriver. Et quand je parle de permettre de rêver, c'est que Éric Lucas était champion du monde, il m'a envoyé des billets pour amener mes jeunes voir un gala de boxe. Et pendant qu'on était assis dans la salle, puis un jeune qui me disait, OK, ils sont chanceux. Je dis, comment ça, ils sont chanceux? Il dit, regarde, ils sont sur le ring, on voit leurs photos, puis là, il y a comme un gros cadran, puis là, les gens les applaudissent. Dire que ça ne m'arrivera jamais. Je me suis dit, wow. J'avais un jeune de 15 ans qui ne se permettait même pas de rêver. Je trouvais ça, j'ai pas de mots. J'ai eu tellement de peine de me dire, qui ne rêve pas? Il n'y a pas d'âge pour rêver. Tout le monde rêve. Et là, j'avais un jeune de 15 ans qui avait arrêté de rêver. Et ça m'a traumatisé. Je suis arrivé à la maison, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. J'ai appelé quelques amis et on m'a présenté à quelqu'un à la Tohu. La Tohu qui est une des plus belles salles au Québec. Et là, on m'a dit, là j'ai essayé, j'ai expliqué, j'ai dit, écoute, dernièrement, voici ce qui m'est arrivé. Et la Tohu m'a dit, on va le faire vivre le rêve de sa vie à ton jeune. Et la Tohu m'a offert gratuitement d'organiser mon gala de boxe dans les lieux de la Tohu. Et le jeune, vous aurez dû voir ses yeux. Le soir du gala, en sortant, il regardait les gens puis il pleurait. Et là, je lui ai dit à l'oreille, mon garçon, tu dois pouvoir rêver. Il faut se permettre de rêver. Et c'est ça que je vais vous inciter à faire. Quand vous savez, il y a un jeune qui a un rêve, peut-être pas tout seul, mais en équipe, on est capable d'y arriver. Mais à travers tout ça, l'activité sportive, c'est mon levier pour la persévérance scolaire. Parce que chaque jeune qui fréquente mon club de boxe, il doit fréquenter une institution scolaire.
On peut devenir champion du monde, mais on n'est pas champion du monde à vie. Oui, on ne gagne pas sa vie nécessairement en devenant un athlète olympique. Ce qui nous permet d'évoluer dans la société, puis de prendre notre place, c'est l'éducation. Et la seule façon d'avoir une éducation, c'est de persévérer à l'école. Donc, tous les jeunes qui fréquentent mon club de boxe, ils peuvent continuer à fréquenter le club de boxe tant aussi longtemps qu'ils vont à l'école. Et quand le jeune arrête d'aller à l'école, je ne dis pas non, tu ne peux pas. Ce que je dis aux jeunes, je te donne un laps de temps, 6 mois pour te reprendre en main. Qu'est-ce que ça te prend? On va travailler ensemble. C'est comme nos enfants. La journée qu'un de vos enfants ne va pas à l'école, vous ne dites pas « Hey, prends la porte, sors de la maison ». Non, on s'assoit avec nos enfants, puis on essaie de voir c'est quoi le bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? C'est la même chose que je fais avec les jeunes. Est-ce que tout seul, je pourrais y arriver? Non. Il y a quelque temps, j'ai eu des problèmes, j'ai perdu mon local de boxe. C'était pénible. Pour moi, mais aussi pour mes jeunes. Et c'est là que j'arrive avec la complémentarité des ressources. Il y a quelqu'un dans la salle, merci Isabelle. Isabelle Foisy, elle me dit, écoute, je vais me battre avec toi puis on va trouver une place. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer, le mois prochain, je serai au Collège Maisonneuve. Donc, la complémentarité des ressources. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu communautaire, c'est pas vrai qu'un jeune, une ressource, peut tout donner aux jeunes. C'est impossible. Ce qu'on a besoin, c'est nécessairement pas se battre pour les mêmes budgets, parce que les budgets sont limités, mais au moins, c'est d'aller chercher d'autres ressources, de faire une table de concertation. Moi, ce que j'offre aux jeunes, c'est jamais suffisant, mais je fais des ateliers. Des ateliers avec des infirmières qui viennent leur parler, les ITS, qui viennent leur parler les méfaits des commotions cérébrales. J'ai aussi des médecins qui viennent leur parler. J'ai des athlètes olympiques qui viennent leur parler. Donc, des modèles positifs, mais en même temps, qui aident le jeune à s'améliorer. Et ça, c'est une responsabilité partagée de tous vers un but ultime, l'intégration du jeune sur le marché du travail et sa participation à donner au suivant. Parce que le jeune, une fois qu'il va intégrer le marché du travail, bien, il va être actif, il va faire son apport dans la société. Et c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, on est là, puis on travaille dans diverses sphères de la société. Mais demain, on a besoin d'une relève. Et la relève, c'est la jeunesse. Si on ne s'en occupe pas, qui va s'en occuper? Et même le jeune le plus criminalisé, ça se dit? Mais non, ça ne se dit pas. Le jeune le plus criminalisé. Non, un jeune qui a fait des erreurs. J'en ai connu des jeunes qui ont fait des erreurs. Dans mon métier, malheureusement, on a un langage un peu coloré. On va les appeler des bandits ou quoi que ce soit. Moi, je les appelle encore des jeunes. Pour la même chose que je vous disais tantôt. Quand nos enfants font des erreurs, on ne les met pas à la porte. La même chose pour les jeunes qu'on côtoie. Un jeune peut faire 1 erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, mais on a toujours la possibilité de l'aider à avancer dans la vie. Quelqu'un qui a peut-être 40, 50 ans, ça, j'appelle ça un criminel notoire. C'est pas vrai qu'on va me dire qu'un jeune qui a 15, 16, 17 ans, c'est un criminel notoire. Pas du tout. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et ce jeune-là, quand on l'aide, plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner au suivant. Comment qu'on fait pour donner au suivant? L'implication bénévole. J'ai une question pour vous. Vous avez 5 secondes pour me répondre. Il y a combien d'heures dans une semaine? Ah! Il y a 168 heures dans une semaine. Dans le monde occidental, on travaille en moyenne 40 heures par semaine. Ce qui nous donne 128 heures. Si on veut, on est tous capables de faire peut-être un 2 heures, ou un 3 heures, ou un 4 heures de bénévolat. Il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas l'aptitude, le bénévolat, ce n'est pas pour moi. Il y a des employeurs. Ce que j'incite les employeurs à faire, c'est quoi au potentiel des jeunes sans expérience lors des embauches? Tous dans la salle, avec les diplômes que vous avez un jour, il y a quelqu'un qui a décidé de vous donner votre chance. Mais ça, c'est ça donner au suivant. C'est croire au potentiel des jeunes. Il y en a d'autres qui vont me dire, je ne suis pas employeur, je n'ai pas de temps non plus. Je vous invite à faire des dons. Pas des milliers de dollars, des fois juste 20, 40 ou 50 dollars. Ça peut faire une différence. Et tout ça, qu'est-ce que ça m'a amené à faire? Ça m'a amené à avoir une expérience un peu à l'international. En 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, le SPVM et la Ville de Montréal m'ont délégué pour faire partie de l'opération Coup de main. Aller aider les gens sur le terrain. Comment? J'ai appelé les gens que je connais, Fédération des médecins canado-haïtiens, d'avoir des médecins gratuits. J'ai appelé un jeune qui était commissaire pour
Paul Evra, qui travaille pour la CSDM, il est venu avec moi en Haïti, parrainer une école pour la reconstruction. En 2011, j'ai été invité comme conférencier, séminaire sur la sécurité publique Canada-France à Paris. Pourquoi? Pour aller parler un peu de ce qu'on fait, nous, ici à Montréal. L'approche de la police communautaire, être engagé dans sa communauté. Je suis arrivé à Paris, dernièrement, on a vu ça aux nouvelles. On a beaucoup parlé de Saint-Denis, district 93. J'étais à Paris pendant 4 heures au district 93. À aucun moment, j'ai vu un policier. Pourquoi? L'approche est différente. On dit que le secteur est problématique et la police n'y va pas. À Montréal, on fait l'inverse. Quand un secteur est problématique, on y va. Un parc est problématique, on fait des activités avec la police. On est là, on est présent et on veut redonner le secteur à la population. C'est ça l'approche. Et des fois, les gens me disent, mais comment qu'on sait que ça fonctionne? Je n'ai pas de données tangibles pour dire comment ça fonctionne. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai, c'est surtout les remerciements. C'est surtout des lettres des jeunes qui viennent, qui m'écrivent et qui me disent comment j'ai pu influencer leur vie. Nelson Mandela disait, il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. Aujourd'hui, ce que je vous dirais, si vous voulez un monde meilleur, traitez chacun des enfants que vous allez croiser sur votre chemin comme vous aimeriez qu'on traite un de vos enfants. Et vous ne serez jamais dans l'erreur. Tendez la main à la jeunesse. J'ai une jeune qui fréquentait le club dernièrement qui m'a écrit ça. Et cette fille-là, elle m'appelle papa. Mes enfants l'appellent comme leur sœur parce qu'elle fait partie intégrante de ma famille. J'en ai une autre qui m'a écrit ça. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cru en cette jeunesse-là. Et le dernier PowerPoint, je l'ai reçu il y a à peu près un mois, ça m'a mis les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais un peu fatigué. Mais tu sais que ça fait tellement du bien parce que c'est difficile de quantifier la prévention. La prévention peut fonctionner aujourd'hui, mais des fois, c'est à long terme. Donc, on va avoir des résultats dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais ce que je veux vous dire à chacun et chacune d'entre vous dans la salle aujourd'hui et aux gens qui regardent, je vous le dis, l'avenir, c'est la jeunesse. Si vous investissez en la jeunesse, vous leur donnez une chance, c'est impossible que le monde de demain ne soit pas meilleur. Merci et bonne journée.